Bonjour à tous, bienvenue dans la session ouverte aux questions-réponses avec les experts du CERT Santé. Voilà, je suis Thomas, je m'occupe de la mise en place des webinaires. On va commencer très bientôt. Juste quelques petites règles introductives. Pour assurer le bon déroulement de la session de questions-réponses, je vous demanderai de lever la main en fait à chaque fois que vous souhaitez poser une question aux experts du CERT Santé qui nous accompagnent, et ce à quoi j'ouvrirai votre micro et je vous permettrai de poser votre question à l'oral, histoire de créer des échanges dynamiques. Voilà. Et sur ce, je laisse la parole à Emmanuel. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. On va commencer par se présenter. Donc Emmanuel Soyer, moi je suis responsable du CERT Santé depuis sa création en 2017. Et donc voilà, j'invite peut-être Jean-Baptiste. Ouais, Comme... Jean-Baptiste Thomas, je suis analyste au sein du CERT Santé, donc je participe aux missions de réponse à incidents et de maintien des outils de l'équipe pour réaliser cette mission. Thomas Damonville, je suis aussi expert au sein du CERT Santé, où je participe aussi aux analyses et à la réponse à incidents, ainsi qu'à la création d'outils et maintien d'outils opérationnels. Olivier Recross, je suis expert et analyste en réponse sur incident en CERT Santé et je suis Riversa. Et bien, on a Anthony qui nous rejoint. Quentin Letiec, donc expert en sécurité sur la réponse à incident, principalement, un peu de communication et pas mal de prévention pour éviter qu'on ait besoin de vous rencontrer dans des scénarios un peu moins sympas. Toi, faut que je te présente. Ah oui. Anthony Tac, du coup, membre de l'équipe audit, du coup, qui agit côté cybersurveillance et voilà. Merci. Alors là, on a une grande partie de l'équipe qui intervient sur la réponse à incident et aussi sur l'activité de veille sur la menace. Et ensuite, on a deux autres membres qui ne sont pas là, donc qui font partie aussi de l'équipe audit et interviennent sur les audits donc, de cybersurveillance. Donc sur ce format un peu particulier, on va aborder les trois thématiques qui étaient prévues, donc la thématique de la réponse à incident, la thématique de la veille sur les menaces cyber, et puis la thématique des audits de cybersurveillance. Donc sur cette première mission, qui est la mission principale du CERT, ce pour lequel le CERT, cette mission pour laquelle le CERT a été créé en 2017, on a principalement 4 sous-activités sur cette activité de réponse à incident, bien sûr. D'appui à la réponse à incident, c'est l'activité de la qualification de la menace, vérifier, identifier que l'incident est bien d'origine malveillante, puis ensuite faire une première évaluation de la criticité de la menace auquel fait face l'établissement dans le cadre de l'incident. La deuxième activité, c'est bien de sécuriser les systèmes qui, à première vue, n'ont pas encore été compromis, et donc de sécuriser vis-à-vis de ce qui a été compromis et des chemins potentiels d'attaque réalisés sur le système d'information victime. La troisième activité, c'est l'activité d'investigation numérique, donc la recherche des activités malveillantes réalisées au sein du système d'information, du scénario d'attaque et des actifs qui ont été compromis. Activité importante aussi pour identifier les mesures de remédiation qu'il faut mettre en œuvre pour sécuriser le système d'information vis-à-vis de l'attaque en cours, donc repousser l'attaquant. Et puis, bien sûr, ces actions de remédiation, c'est aussi souvent l'occasion de renforcer la sécurité du système d'information vis-à-vis de l'état de la menace tel que nous pouvons avoir analysé et sur lequel nous sommes conscients et au courant du niveau d'attaque et du niveau de menace auquel sont exposés les établissements de santé. Voilà, donc j'ouvre maintenant donc l'espace à la discussion, aux questions sur cette première mission très importante du CERT Santé, cette mission d'appui en heure ouvrée pour l'ensemble des activités que je viens de présenter
mais aussi en heures non ouvrées pour les 2 premières activités, la qualification de la menace et le confinement, la sécurisation du système vis-à-vis de l'attaque. Alors, quelle est la première personne qui va se lancer? On a des mains levées. Je vais leur donner la parole. Pas tous en même temps, hein, vous passez pas. Là, on a monsieur Le Messier. Je sais pas si tu arrives à lui Oui. donner la parole, Oui. Thomas. Oui, Eric, vous pouvez utiliser votre micro pour poser votre question. Je sais pas si vous y arrivez. En tout cas, votre micro est activable. On va peut-être du coup passer à l'autre personne, si je vois pas Oui. d'autres mains levées. Les mains levées, vous avez juste à activer votre micro normalement. Vous êtes autorisé, vous pouvez prendre la parole. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas vu le bouton pour activer le micro. Oui, bonjour, merci de ce séminaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous faites pour qualifier la menace? Parce que vous n'êtes pas directement interconnecté avec le SI des établissements de santé ou avec quelques interlocuteurs. Donc, comment faites-vous pour qualifier? Est-ce que c'est sur la base d'autres incidents qui sont passés ailleurs ou vous prenez la main ou de quoi avez-vous besoin pour faire cette phase de qualification qui, somme toute, est fondamentale? Justement, en fait, un point qui est extrêmement central en début d'incident et en début de prise en charge, c'est ce qu'on appelle le point de qualification. En général, c'est un échange formel via Teams ou équivalent, ou alors au téléphone, notamment dans le cadre de certains patterns d'incidents. Et dans ce point de qualification, on va avoir 2 objectifs, justement. Le premier, ça va être de se faire un avis rapide on va dire, de la cartographie de votre infrastructure. Donc voilà, identifier au plus vite les services critiques, les services d'accès, la gestion des comptes, les VPN, les connexions, les flux. Bref, le maximum possible d'informations sur votre infra pour comprendre, petit 1, comment elle fonctionne et quels sont les centres névralgiques, et petit 2, quels sont les éléments potentiellement concernés par le modèle de menace. Pour répondre à cette question-là de quels sont les éléments concernés, là, on va se baser à la fois sur le modèle d'incident, c'est-à-dire les observables, ce qui a déjà été remonté, et petit 2 sur notre intuition. Donc voilà, sur l'expérience qu'on a d'incidents précédents, sur l'actualité de la menace et sur les incidents qu'on voit pendant le moment, etc. Donc un peu comme une démarche de diagnostic, en fait. Et donc ça, c'est la première partie. Cette partie, vraiment se faire un avis sur l'infrastructure, voilà, c'est un système de questionnaire, en fait. Nous, on a un listing de points et de questions à poser. Et évidemment, on les oriente en fonction de ce que vous nous répondez, en fonction du contexte. Et on a une deuxième partie qui est, on va demander de la collecte de ressources. Donc ça peut être des informations de cartographie, des documents de cahier des charges, des schémas réseau, bref, tous les éléments qui pourraient nous permettre d'avoir un peu plus de lumière sur votre infra et qui sont à votre disposition. Et sur la base de ce questionnaire et de ces informations transmises, on a réussi à avoir une vision relativement la plus fine possible de la qualification de la menace et de votre infra, donc du périmètre potentiellement impacté. Donc, si je résume bien, on est sur des échanges déclaratifs. Est-il envisageable, je ne sais pas, d'aller jusqu'à un diagnostic, prise de main sur un serveur s'il est encore accessible ou si jusqu'où allez-vous? Voilà, c'est plus le sens de ma question. Alors j'ai l'impression qu'on a perdu Ouais, Jean-Baptiste, Allô, du allô? coup. Oui, je peux répondre à cette question. Ouais, en fait, ça va un peu dépendre du type d'incident, mais nous, ce qui nous arrive de réaliser de plus en plus, vu que les établissements s'équipent de plus en plus de
J'ai plus le terme. DDR, DDR, merci. DDR, c'est il nous arrive de prendre la main sur des EDR, donc on demande une ouverture de flux à distance sur des IP ciblés soit de nos agents, soit de notre agence directement, et puis on peut éventuellement prendre la main pour regarder en effet ce qui se passe. Prendre la main sur un serveur, hormis ça nous arrive très rarement. C'est pas exclu qu'on puisse vous demander un accès VPN. En général, ce qu'on va faire, c'est plutôt faire une collecte, vous demander de réaliser une collecte sur la machine suspecte, nous envoyer ces informations-là, et nous, on les analyse à distance dans un deuxième temps. C'est plus le modèle qu'on utilise, mais c'est vrai que la partie accès EDR se démocratise un peu plus, vu que c'est un usage qui se répand maintenant. Ok, je vous remercie. Je vois d'autres mains levées. Thomas, tu en vois d'autres? Oui. Oui, vous pouvez participer. Vos micros sont ouverts, en particulier Arnaud Meunier. Vous pouvez activer votre micro. Pierre, j'active le vôtre. Voilà. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment vous articulez avec un autre prise. Par exemple, nous, on a un contrat avec Orange Cyberdéfense. En cas d'attaque, on aurait deux aides, en fait, le CERT Santé et Orange. Comment vous travaillez ensemble? Alors pour ça, en fait, ça va dépendre un peu de la capacité de votre prestataire à agir ou non. Disons qu'en fait, si votre prestataire a une capacité d'analyse, ou une capacité limitée, on va intervenir. Si c'est pas le cas, nous, comme on doit gérer un très grand nombre d'établissements avec un nombre d'intervenants relativement très limité, on va essayer de se focaliser sur les établissements qui sont pas aidés. Après, ça nous arrive de collaborer dans certains incidents. En effet, après, c'est la répartition des tâches en fonction de ce qui est le plus critique à analyser. Donc, on essaie de se répartir les tâches. Je sais pas, il y a le prestataire, le prise va éventuellement faire la partie AD, pendant qu'on pourrait éventuellement regarder les flux réseau, les logs réseau, etc. C'est vraiment en fonction de. Nous, on peut collaborer avec les PRIS, mais de manière générale, si le PRIS est en capacité de réaliser tout l'incident, disons que nous, on va réserver notre. En général, on a plus tendance à se mettre en retrait pour se focaliser sur les établissements qui eux, n'ont pas cette capacité de passer par un PRIS, quoi. D'accord. Ok. Alors, si je peux me permettre, je rajouterais que nous, en fait, on intervient sur les 4 étapes que je vous ai présentées au départ. Parfois, il faut noter qu'un prestataire n'intervient pas forcément sur l'ensemble de ces étapes. Peut intervenir en qualification, je dirais confinement et investigation, mais pas forcément sur la remédiation. Alors, c'est pour ça que parfois, pour des gros incidents, on voit plusieurs prestataires. Et nous, on intervient aussi auprès de nos bénéficiaires d'établissements en tant que conseil aussi. On est là aussi pour vous conseiller vis-à-vis de peut-être des directions que vous seriez amenés à donner ou des indications que vous pourriez donner ou des choix que vous pourriez faire et que vous auriez à communiquer par rapport à vos prestataires dans le cadre de l'investigation ou de la remédiation, puisqu'il peut y avoir des scénarios, pas des scénarios, mais des stratégies différentes qui peuvent être abordées. Dans ce cas-là, nous, on peut aussi intervenir. Mais nous, on est en capacité d'intervenir sur l'ensemble des champs. Et comme je vous dis au départ aussi, alors en heure ouvrée, en heure non ouvrée uniquement sur les 2 premiers champs. Et on est déjà intervenu avec plusieurs prestataires différents, plusieurs prises. Et souvent, on se coordonnait pour être le plus efficace possible dans les premières étapes, en tout cas, de confinement et d'investigation. Ok, merci. Et dans la plupart des cas, d'ailleurs, on participe au suivi de l'incident, surtout si c'est un gros incident. Alors ça, oui, c'est tout à fait le rôle on est effectivement, c'est bien de le rappeler, on est aussi donc le CERT, en tant que CERT sectoriel, on a aussi, vous avez l'obligation de déclarer, et nous aussi, on a un rôle important aussi de coordination vis-à-vis des acteurs ministériels
pour la remontée d'informations sur l'incident et sur tous les impacts que l'incident peut avoir sur l'activité de l'établissement. Effectivement, il y a un gros enjeu sur la coordination avec l'écosystème, notamment dans le cadre d'incidents critiques. On avait une question tout à l'heure quand on a été coupé, donc est-ce qu'on prend la main sur le système? En général, on évite, on ne prend pas la main directement, on ne va pas demander un accès VPN, RDP. Par contre, on peut demander à avoir accès à des équipements, principalement, pas particulièrement les EDR, si vous pouvez nous créer un compte et qu'il n'est pas directement sur le SI et que cette machine n'est pas impactée. Pour nous, c'est plutôt pratique d'y avoir accès. Si vous avez un Forti Analyzer ou tout autre outil, on peut y avoir accès. Dans la phase de qualification, ça permet assez rapidement de débroussailler, parce qu'on connaît les techniques d'attaque des attaquants et on peut vite confirmer ou infirmer des pistes. Sinon, si jamais vous n'arrivez pas à nous y donner accès, on peut faire ensemble, c'est pas idéal. On peut faire ça à travers d'un partage de connexion, un partage d'écran. On fait avec les outils qu'on a pour réussir à faire le plus de choses possible. Voilà, comme ça j'ai répondu à la question que je n'avais pas répondu tout à l'heure. C'est une question de Monsieur Francis Allard, si vous voulez activer votre micro. Sinon, on a Monsieur Gaillot. Jamais vous arrivez à activer votre micro. Oui. Normalement. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend. Ok, super. Alors, ma question est la suivante. Donc, comme vous êtes en heure non ouvrée, de ce que j'ai compris, vous assurez en heure non ouvrée le confinement des systèmes, donc les 2 premières étapes, mais qu'ensuite vous assurez en heure ouvrée les 2 secondes. Qu'est-ce que, si on a une attaque dans la nuit, qu'est-ce qu'on est censé faire en tant qu'équipe sécurité entre les 2 phases pour préparer au mieux vos actions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Parce que c'est un trou, enfin, selon moi, c'est si ça arrive, je sais pas, à minuit, on a devant nous pas mal d'heures. Alors, il y aura toute la partie DSI à organiser, le plan de continuité, etc. Mais pour les équipes vraiment SI, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous apporter le maximum de billes pour régler ce problème? Oui, on t'entend pas, Olivier. Ouais, il y a beaucoup d'éléments contextuels qui seront transmis directement par le service d'astreinte, voilà, qui dira déjà, voilà les mesures à mettre en place, et sachant que il faut savoir aussi que la mise en place du confinement n'est pas immédiate, donc en tant que telle, prendre en charge les mesures de confinement, souvent pousse jusqu'à la réouverture des heures ouvrées, donc au moment où la partie analyse prend le relais. Après, selon les configurations d'incidents et selon les moments de déclenchement, on peut, au cas par cas, transmettre des mesures complémentaires sur le moment de, par exemple, préparer des outils de collecte ou préparer des collectes sur certains périmètres, etc. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de systématique. C'est vraiment quelque chose qui est décidé au cas par cas selon l'incident. D'accord. Mais le plus classique, oui, effectivement. Enfin, voilà. Par exemple, quelque chose qui est assez intéressant, c'est préparer les comptes et les accès EDR, préparer et vérifier s'il y a des outils de collecte qui sont déjà disponibles, préparer les ORADAD et les rapports d'audit récents. Bref, la partie ressources et documentation, en fait, qui sera demandée au démarrage de l'analyse. Et des logs aussi. Mettre en sûreté les logs pour nous les livrer ensuite. Il y a des bonnes actions comme aussi déconnecter les backups. Il y a une myriade de bonnes pratiques. On a quelques fiches, je crois, dessus, et il y en a des nouvelles qui vont arriver prochainement. On va refaire des fiches réflexes sur que faire pour endiguer un chiffrement en cours, qualifier un chiffrement en cours ou qualifier des attaques. Ces fiches-là devraient sortir dans les mois qui suivent. D'accord. Monsieur Allard, si jamais le micro fonctionne pas, on pourra relire votre question qu'on peut faire à l'écrit si jamais on n'y arrive pas. On a une question de Monsieur Jean Terechenko.
Oui, je rebondis sur votre idée plutôt judicieuse de pouvoir vous préparer des accès sur nos ODR ou nos micro-SOC. S'agissant d'une autre, comme je pense pas mal de collègues, on est infogéré. C'est un SOC qui est confié à un PRIS. Nous, en l'occurrence, c'est la société Advance. Mais je peux vous créer un compte. Seulement, vous ne pourrez jamais l'ouvrir puisque ça va être du MFA. Donc, je n'ai pas votre téléphone pour le relier, pour que vous recevez le code OTP. Non, mais en fait, dans ce cas-là, c'est rarement du MFA par numéro de téléphone. Souvent, c'est du MFA par scan de QR code pour ajouter un time OTP et qui est demandé à la première connexion. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous créer un compte et nous le donner ce jour-là. On va briser ce qu'on appelle la première connexion, et en brisant la première connexion, ça va déclencher l'ouverture du TOTP. Et donc, dans ce cas-là, que ce soit Oli, Jean-Baptiste ou Vous moi, faites par un Google Authenticator ou Microsoft, exactement, c'est ça? un free OTP, un Google Authenticator. En fait, c'est un time-based OTP. Donc, c'est Ok. basé sur le temps et ça n'a rien à voir avec notre numéro de téléphone. Et on peut se le partager, même si on ne le fait pas idéalement. On préfère avoir un seul analyste qui va ou des comptes nominatifs. Mais avoir un compte générique prêt au cas où, ou même le créer le D'accord. moment venu. Si vous avez la capacité d'administration pour le créer, je ne sais pas, sur Arfang, Cyber, Oui, oui, n'importe oui. lequel, vous pouvez le créer au moment venu et nous, on s'y connectera. D'accord, merci. Alors, on a deux questions dans le chat. Une de Francis Allard d'abord. Il y a une multiplicité d'organismes à contacter, cybersurveillance, la CNIL, la gendarmerie. Qui au final contacter? Comment vous positionnez-vous? Alors, je me permets, du coup, j'interviens. Donc, comme je disais, là, la déclaration d'incident, enfin, en tout cas pour un établissement de santé ou établissement à services médico-sociaux, elle est obligatoire auprès du CERT Santé. Et nous, on est là aussi, non seulement pour, pas seulement pour récupérer votre déclaration, mais aussi pour vous apporter un appui, comme on le disait, si vous avez besoin d'une aide dans la réponse, dans la gestion technique de l'incident. Ensuite, sous différents angles, oui, la gendarmerie, si vous avez besoin de déposer plainte, eh bien, soit la gendarmerie, soit la police, ça dépend où vous vous situez, pour lequel vous pouvez déposer plainte. Et nous, on travaille aussi en coordination avec le CICERT PJ sur la partie analyse, investigation et analyse de la menace. Ensuite, si vous êtes, oui, opérateur de services essentiels, ou alors après avec NIS 2, bien, il y a aussi l'ANSSI, mais là aussi, nous, on se coordonne avec l'ANSSI pour qu'il y ait un seul interlocuteur principal qui va vous appuyer dans la réponse à incident, et ensuite un acteur qui peut se positionner, enfin, soit nous, soit l'ANSSI comme appui. Mais voilà, nous, pour les établissements de santé et les établissements et services médico-sociaux, alors je rappelle, laboratoire de biologie et centre de radiothérapie, on se présente comme l'interlocuteur principal pour le ministère de la Santé, pas pour les autorités, en tant que, voilà, dans l'accompagnement à la réponse à incident. Si l'équipe veut compléter. Peut-être pour effectivement compléter un peu, il faut bien faire la distinction en fait entre les interlocuteurs qui ont besoin de déclarations réglementaires et les interlocuteurs qui ont besoin de déclarations opérationnelles. Typiquement, la déclaration auprès de nous, auprès de l'ANSSI, elle va déclencher une prise en charge de l'incident. Pareil pour ceux d'entre vous qui sont concernés, la déclaration auprès de votre PRIS, elle va déclencher une prise en charge opérationnelle, un suivi de crise, etc. Là où, par exemple, la déclaration auprès de la CNIL ou la déclaration auprès de la gendarmerie dans le cadre du dépôt de plainte, elles peuvent donner lieu à des réactions opérationnelles, mais c'est avant tout des obligations réglementaires. Exception faite de deux cas, nous, parce qu'il y a les deux situations, puisqu'il faut à la fois respecter l'obligation légale et à la fois déclencher la prise en charge, et de l'ANSSI dans le cas des opérateurs régulés. Alors après, en cas d'urgence, je vois la deuxième question, effectivement, est-il conditionné à la déclaration de l'incident? Non, en cas d'urgence, vous pouvez appeler par téléphone le CERT ou envoyer un mail et on va aussi répondre à votre, intervenir pour vous appuyer. Bien sûr, ça devra être régularisé par une déclaration. C'est très fréquent en incident qu'on ait un appel
opérationnel de « au secours, aidez-nous, on ne sait plus quoi faire ». On déclenche la prise en charge, les collectes, la surveillance, le confinement. Et en même temps qu'il y a tout cet aspect qualification, on dit, bon, pour être dans les clous et pour être dans les règles, il faut aussi que vous déclariez l'incident à tel endroit. Mais évidemment que l'opérationnel prime dans les premières heures de la crise, bien sûr. On a une question à l'écrit en HNO. L'agent d'astreinte n'est généralement pas formé à la SSI, exemple un chargé d'application. Pensez-vous pertinent qu'il vous appelle? Si oui, pourriez-vous fournir une liste des documents à rassembler avant de vous appeler? Pareil, ça va être un peu dans les fiches sur la liste des éléments à mettre le plus vite à l'abri et à récolter le plus vite. Pareil, on va avoir une fiche assez complète là-dessus qui devrait pas tarder. Pour être tout à fait honnête, hein, c'est des fiches qu'on a fait avec l'Intercert. Donc, presque tous les CERT, les gros centres de France, on s'est mis autour d'une table. Bah, voilà, dans ces situations, on fait quoi? Nous, on va les retravailler pour que ça colle clairement au monde de la santé. Mais actuellement, elles sont en cours de finalisation. Donc, on avait un objectif de publication avant JO. Je pense qu'on va réussir à le tenir. Et puis nous, pour le rebranding, entre guillemets, à notre sauce, ça va bientôt arriver. Mais oui, je pense qu'il est utile qu'il nous appelle parce que de toute façon, la personne d'astreinte sera l'aiguiller par ces questions, en fait. S'il ne sait pas répondre, les questions resteront en suspens. Il y aura un compte qui sera fait. Et ce compte rendu aura des trous. Et donc, il faudra combler ces trous avec les documents qui sont souvent les documents manquants. Je ne sais pas si c'est complet. À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est plutôt en astreinte des DSI ou des RSSI qui nous appellent majoritairement. Mais c'est vrai que parfois, on a aussi des personnes de la direction générale. Mais après, pour les gros incidents, c'est vrai qu'on a ensuite des plans qui sont déjà bien définis dans les structures, je dirais dans les procédures, dans l'organisation, et il y a souvent des appels aux prestataires pour pouvoir intervenir sur site. Yes. Je vois la main de Loïc encore. Quelque chose qui peut être fait aussi dans les premières heures de l'incident, c'est notamment pour les petites et moyennes structures, c'est impliquer vos prestataires tout de suite. Parce que autant effectivement sur les gros établissements où les prestataires sont souvent assez matures dans leur prise en charge, dans leur outillage, etc. Dans les petits établissements, c'est beaucoup plus variable. Et impliquer les prestataires au plus tôt, ça va éviter, une fois qu'on prend en charge la partie analyse, qu'il y ait une demi-journée, une journée perdue à leur courir après parce que le bon interlocuteur n'est pas dispo, qu'il est en congé ou qu'il ne sait pas qu'il y a un incident en cours. Yes. Loïc, peut-être, ou je sais pas, j'ai pas baissé toutes les mains de tout le monde, j'ai vu que tu l'avais remonté. Je sais pas si c'est... j'ai de nouveau une question. Est-ce que, d'après votre expérience, dans le cas de ransomware à large échelle sur tout un parc, est-ce que les applications Outlook, M365, etc., sont touchées? Est-ce que le tenant en fait M365 est touché? Et s'il n'est pas touché, est-ce que dans le confinement des systèmes, il est envisageable d'autoriser quand même en flux web depuis le pare-feu, d'autoriser les flux vers M365? Est-ce que c'est envisageable ou c'est pas ce que vous faites d'habitude? De toute façon, ça en général, c'est reconsidéré. Il n'y a pas de vérité générale, hein. Chaque incident est différent, on le reconsidérera. Le tenant est très peu touché parce qu'en fait, c'est des applicatifs en SaaS et donc les attaquants, globalement, ils vont pas réussir à détruire un SharePoint ou quelque chose. Ils peuvent tout vous effacer dedans, mais au pire, vous pourrez rollback. Il y a plein de possibilités. Tout ce qui est en SaaS, en général, ils y touchent pas trop parce que ils n'ont pas le temps ou ils prennent pas le temps de le faire. Ils vont surtout péter le SI qui est sur place. De toute façon, c'est ce qui est le plus dur pour vous à remettre en place et sur lequel vous avez sûrement le plus de chances d'avoir des sauvegardes qui foirent. Alors que les SaaS, en général, ça se passe plutôt bien de remonter des sauvegardes. Donc non, ils y touchent pas trop. Est-ce qu'on pourra ouvrir les flux? En général, les flux SaaS sont plus faciles à rouvrir si on est sûr que de l'autre côté, c'est intègre. Et donc, par exemple, avoir une matrice des flux SaaS que vous avez avec vos prestataires externes, c'est un truc qui est super utile dans le cadre d'une réouverture vers Internet. D'une réouverture point à point, bien sûr, hein. On ne réouvre jamais très largement lors d'un incident. C'est vraiment à la fin qu'on pourra réouvrir. Mais l'idéal, c'est toujours de faire des ouvertures maîtrisées de flux, même dans la vie courante du SI, quoi. S'il y a un site ou si, je ne sais pas,
The Pirate Bay, disons, il n'y a aucune raison qu'un utilisateur l'utilise tous les jours, il n'y a aucune raison que le flux soit ouvert vers ce point-là. Ça arrive aussi dans le cas où il y a des isolations de tenant parce qu'on estime qu'il y a un risque ou que le tenant est touché. Ça arrive aussi qu'on puisse faire de l'accompagnement pour mettre en place des messageries de secours ponctuelles. Mais effectivement, c'est rarement le service le plus impacté. Et Aussi, ouais. pardon, vous pensez qu'à l'avenir, parce que là, de plus en plus d'établissements passent sur ce tenant, enfin sur cette technologie-là, est-ce que peut-être que 2-3 ans, en fait, les technologies vont pas évoluer? Bon, après, on part dans un autre débat, mais Je n'ai pas ramené ma boule de cristal, c'est compliqué de voir. oui, j'imagine. Non, mais j'imagine qu'il y a une tendance aussi. Enfin, j'ai lu certains articles où il y a une tendance où ils attaquent de plus en plus les tenants aussi. Ce qui est vrai, c'est que oui, il y a des incidents, il y a de la documentation répertoriée de tenants qui sont compromis ou qui sont inopérants. Ça, c'est la réalité. Maintenant, on le voit. Voilà, nous, dans les incidents qu'on traite, c'est pas très fréquent. Ça n'arrive pas jamais, mais c'est clairement pas le plus fréquent. Maintenant, voilà, il suffit d'une fois. En fait, c'est toujours la même posture. Il suffit d'une fois, donc il y a toujours cette posture de faire attention au maximum et de prendre le moins de risques possible. Ok, très bien. Je vois une question. Vous êtes uniquement pompier, vous pouvez intervenir en préventif en conseil. Eh bien, on le fait aussi. On fait des accompagnements préventifs. Loïc en est un exemple avec qui on fait un accompagnement. Il a des questions à nous poser. On essaye de donner une réponse. On essaye de donner notre point de vue. On essaye de dire, voilà, cette architecture-là nous paraît plus ou moins adéquate. Donc, effectivement, on fait aussi des accompagnements préventifs pour les établissements. Sans compter tout ce qui est scan de vulnérabilité et tout ce qui est audit, où là, pour le coup, c'est purement du préventif. Yes. Pour info, Microsoft met à disposition une équipe d'accompagnement en cas d'attaque. Ça dépend des contrats. Je ne sais pas exactement, j'ai pas l'info là-dessus. Si, ça dépend des contrats. Ok. On a Monsieur Meunier Arnaud qui a levé la main. On vous écoute. À qui et comment poser une question pour un conseil? Cyberveille, directement. Enfin, si c'est quelque chose à froid, directement sur le mail de Cyberveille. T'es en train de le taper, toi? Oui, je suis en train de le taper. Le mail, en fait, est connecté à tout le CERT et après, on se partage la question entre nous selon les domaines de spécialité et les services. Monsieur Meunier, on voit votre micro ouvert, mais on ne vous entend pas. Non. Vous faites bientôt votre exercice de cybersécurité. Nous faisons bientôt notre exercice. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Vous pouvez même faire une déclaration de test pendant votre exercice. Vous précisez que c'est un test, parce que sinon on va vraiment vous appeler inquiet. Enfin, nous, on n'est pas inquiets. Mais on va vraiment vous appeler. Si vous dites que c'est un test, on peut aussi vous appeler, mais dans le cadre d'un test, quoi. On participe régulièrement à des exercices de crise d'établissement à différents degrés. Il y a des fois où effectivement ça se contente de la déclaration et nous on la traite de manière standard. Il y a des fois où on s'est déplacé dans certains établissements pour vraiment jouer notre propre rôle. C'est très variable, mais oui, bien sûr que vous pouvez nous inclure. Bonjour les petits ESMS, disposez-vous de fiches conduite à tenir en fonction des menaces rencontrées? Emmanuel, je crois qu'on a des fiches. Je ne suis plus sûr de toutes les fiches qu'on a. Alors, on a une fiche spécifique pour les ESMS, mais c'est pas forcément une fiche réflexe dans le cadre de la réponse à un incident. C'est plutôt une fiche avec des grands principes sur comment réduire les risques les risques de compromission de son système d'information vis-à-vis en particulier d'une attaque par rançongiciel. Ensuite, on a pas mal de fiches sur le portail Cyberveille. Et après, il faut ensuite voir si elles correspondent en termes de niveau technique aux personnes qui vont être en face de l'incident, qui vont devoir gérer les premières actions à mener pour contrer l'incident. Dans tous les cas, même les SMS, enfin tout le monde,
tous les bénéficiaires, quand vous nous faites une déclaration, on va faire un appel avec vous et donc dans cet appel, on rappellera les conduites actives et comment on va pouvoir s'en sortir sur les premières heures en général. Et puis après, on passe tout de suite sur l'accompagnement plus long terme. Donc, on vous accompagne. On peut même faire pour vous les analyses. Il faut juste que vous ayez quelqu'un qui soit capable de nous faire les collectes ou des outils qui nous permettent de voir tout ça. Il est 38, je pense qu'on va prendre la dernière question avant de passer à la phase suivante, non? Voilà. Je sais pas. Bonjour, merci pour cette échange. Concernant la joignabilité sur nos besoins réels ou des tests, est-ce que l'ensemble des demandes sont traitées par des équipes internes du CERT? Oui. En fonction, on a des qualifications, on a un système N1, N2, et donc en fonction de ça, ce sera traité par des internes du CERT. Une partie de nos services d'astreinte sont gérés par un prestataire, mais qui dépendent de nous directement. En fait, c'est comme une équipe interne, c'est juste que c'est des prestataires qui sont à l'intérieur de l'équipe. Bonjour, en cas de cyberattaque, la PHP, par le biais de l'ARS, met à disposition pour les hôpitaux publics et privés des PC portables Tenant et SIM 4G dans les 2 jours qui suivent la détection. À qui faut-il s'adresser pour profiter de cela? En général, à votre grade. Ouais, je suis pas au courant. En général, à votre grade, c'est eux qui pilotent ce genre de distribution de ressources. Ou à l'ARS directement, ça dépend des régions. Oui, tout à fait, oui. Et donc, vous pouvez, oui, ça peut être le responsable de 16 ans en tout cas. Vous pouvez passer par Rémi Tilly, qui doit certainement être au courant être dans la boucle de ce service de secours. Et autrement, à l'ARS, on vous redirigera vers la bonne personne. Dans les 2 heures. Et c'est Rémi Tilly. Voilà, il y a plein de... Pour info, pour rappel, on a un chat CERT Santé sur lequel ce genre de questions en général sont assez rapidement répondues. Donc, si jamais vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à nous redemander sur l'adresse de Cyberveille, à vous ajouter en tant que RSSI ou responsable sécurité sur le canal chat. Est-ce qu'on propose du e-learning? Du e-learning, non, mais on propose des webinaires. Alors, si l'ANS a une plateforme d'e-learning, où il y a aussi une dimension, je crois qu'il y a aussi des petits supports cyber. Ensuite, est-ce qu'on aborde dans ce support les premiers gestes en cas de cyberattaque? Il ne me semble pas. Il y a une question. Alors, les éditeurs et fournisseurs de services qui sont dédiés à la santé peuvent-ils nous contacter s'ils sont compromis, et le doivent-ils? Donc, peuvent-ils nous contacter? Oui. Le doivent-ils d'un point de vue légal? Non. Rien ne les y oblige. Le doivent-ils d'un point de vue éthique et opérationnel? Oui, ce serait bien. Le fond étant, effectivement, c'est assez courant qu'on remonte à travers certains incidents jusqu'à des compromissions éditeurs. Et donc, forcément, si nous en informons en amont, ça facilite d'autant le traitement. Mais ils n'ont pas d'obligation réglementaire à le faire. Certains le font, et en général, quand ils le font, ça se passe en plus très bien. Donc, c'est vraiment basé sur leur bonne foi et leur méthode de fonctionnement. Est-ce qu'il nous reste des questions? Je crois qu'on a une main levée encore. Non, c'est toujours celle d'Arnaud, à moins qu'il y ait encore une question. Oui. Non, c'est bon, main baissée. On a réussi à faire le tour sur la réponse à incident, je crois. Alors, si je vois monsieur Pierre Massiboeuf. Pour répondre à la question de monsieur Massiboeuf, oui, ça arrive tout à fait qu'il y ait des actifs qui soient bloqués dans le cadre d'actions d'enquête. Par contre, c'est très rarement de notre fait. En fait, il faut savoir que nous, on a des protocoles d'intervention et de collecte justement pour bloquer le moins possible les actifs sur lesquels on vient collecter, donc pour ne pas ralentir la remédiation. Mais ce qui n'est pas le cas des services légaux, typiquement la gendarmerie, qui, eux, vont avoir tendance à poser des scellés. Et là, par contre, effectivement, ils peuvent immobiliser un serveur ou une machine pendant un certain temps. Alors, ils immobilisent rarement tout le parc, mais c'est déjà arrivé sur certains incidents que oui, la gendarmerie arrive et bloque 3 serveurs critiques parce qu'ils les posaient sous scellé et ils avaient besoin de faire des investigations complémentaires dessus. Et par rapport à ça, donc pour rappel, il faut éviter de détruire les preuves. Donc reconstruire sur une machine compromise, c'est de la destruction de preuves. Donc ça, la gendarmerie vous dira qu'il ne faut surtout pas, et vous direz elles repartent. Donc on est toujours dans des arbitrages assez compliqués. Idéalement,
change que le disque dur, quoi. C'est là où est la donnée réelle. Ça peut s'envisager comme ça. On essaie de trouver des stratégies et c'est des choses qu'on peut discuter tous ensemble autour de la table lors de gestion d'incidents. Sachant que les équipes d'intervention de gendarmerie sont habituées. En fait, on est habitués à travailler ensemble. Donc, ils savent aussi, quand on est dans la boucle d'un incident, ils prennent contact avec nous ou alors on prend contact avec eux et on s'organise aussi en bonne intelligence. La finalité, c'est pas qu'il y ait un rideau de fer entre leur service et le nôtre. On est souvent sur un job commun. Tout à fait. Idem pour l'ANSSI, idem pour le CCIRPJ. Bref, tous les services de l'État qui font de l'intervention sur un incident, on essaye d'être dans l'interaction au maximum avec eux en permanence. On commence à bien se connaître. Oui, c'est ça, tout à fait. Et on a des canaux de chat, on a des canaux Teams, on a des rencontres régulières, etc. Ah, quand on boit des bières, c'est ça? Voilà. C'est une réunion de travail. Ok. Alors, est-ce qu'on a épuisé les questions? Bien. Donc, je vous propose de passer à la deuxième thématique. Mais je pense que de toute façon, cette première thématique, forcément, allait soulever plus de questions que les deux qui suivent. La deuxième, c'est notre activité de veille sur les menaces cyber. Alors, on a l'activité de veille classique qui est celle portée par le portail Cyberveille, sur lequel on publie des CVE et des alertes qui concernent les équipements, les solutions, en tout cas standards, que vous retrouvez le plus dans les parcs des établissements de santé, établissements et services médico-sociaux. Ça, c'est une activité importante sur laquelle on a aussi mis en place un mode push des alertes. Voilà, bien sûr, la possibilité de s'abonner à un fil le fil classique web, et puis en même temps la PWA depuis la fin de l'année dernière. Ensuite, on a une activité aussi qui a été présentée lors du webinaire de novembre de veille proactive, qu'on qualifie de veille proactive. Donc, c'est l'analyse de la surface d'attaque, la détection d'équipements potentiellement vulnérables ou nécessitant d'être patchés. Ça, c'est une activité importante, donc laquelle on alerte par mail directement les établissements qui sont concernés. Et puis, une dernière activité de veille de CTI, de veille sur des espaces d'échange plus ou moins facilement accessibles sur Internet, où on a parfois des fuites d'identifiants, en particulier qui peuvent concerner des compromissions de comptes, et pour lesquels on alerte aussi nos bénéficiaires. L'appartenance aussi à l'Intercert France permet au CERT Santé aussi de pouvoir bénéficier des activités de veille de CTI, des CSERT de la communauté, et de pouvoir ensuite alerter les établissements qui sont concernés. Voilà en quelques mots cette activité de veille qu'on a pas mal abordé au webinaire, comme je le disais, de novembre. Des questions sur cette partie-là? Et petite précision, quand on vous envoie un mail, on attend toujours à peu près une réponse de nous dire est-ce que l'asset est patché, est-ce que vous êtes concerné ou pas. Sinon, on va vous relancer assez rapidement et plusieurs fois. Donc, on est toujours content d'avoir une réponse pour pouvoir avoir un statut. Et même si vous avez besoin d'accompagnement pour savoir si vous avez été compromis ou quoi, on peut l'apporter. Ça a été beaucoup fait cette année à travers toutes les vulnérabilités et les exploitations massives sur les différents points d'entrée VPN. Loïc, le retour. Vas-y. Oui, beaucoup de questions. C'était pour savoir s'il y avait une liste de solutions supervisées pour cette veille. Alors, je n'ai pas regardé, mais bon, comme je vous ai, je profite pour poser la question. Merci. Alors, ça veut dire que nous, on a en fait, via O6, en particulier, les principaux composants qui sont utilisés par les acteurs du secteur, et sur cette base-là, ensuite que nous faisons notre veille. On ne fait pas une veille
enfin, sur cette partie-là, en tout cas, sur cette activité de veille, de publication de CVE, on le fait de façon assez large sur ces composants, sachant qu'on ne gère pas, et ce serait quelque chose d'assez, on n'a pas les moyens de gérer ça sur des versions particulières par établissement. Je le comprends, mais est-ce que vous publiez par exemple une liste sur le site des diverses solutions que vous supervisez? Par exemple, j'ai une solution X, j'aimerais savoir si le CERT la supervise. Est-ce que je peux le savoir? Qu'est-ce que vous Ça entendez par superviser? Oui, pardon, quand je dis superviser, c'est récolter les différentes CVE qui sortent récemment et les republier Alors, via un communiqué. on a la page, on a un flux RSS pour les CVE qu'on supervise. Donc, en gros, en ayant le flux du CERT Santé et le flux de l'ANSSI, du CERT-FR, vous avez quand même un bon panorama sur les solutions qui ont des vulnes. Et après, comment on fait de la veille proactive? À partir du moment où on connaît votre nom de domaine et ou vos IP, on arrive en faisant des scans ou en se basant sur un outil de scan à récupérer plus d'informations. Et donc, nous, on se base aussi sur les features de notre outil de scan, qui n'est pas développé en interne, mais qui est une solution qui est plutôt assez exhaustive par rapport à ça. Donc, en général, voilà, si vous recevez un mail, déjà, c'est qu'on vous a dans notre base de données de contact. Donc, par exemple, il y avait la question comment faire partie de la mailing list. Si vous avez un établissement de santé ou un ESMS, n'hésitez pas et que vous n'avez jamais rien reçu, n'hésitez pas à nous demander sur l'adresse Cyberveille, on pourra vous ajouter. En nous donnant juste votre nom de domaine, on pourra trouver des choses. Et on va bien sûr regarder les choses les plus importantes. Donc tous les outils VPN, par exemple, qui sont beaucoup de points d'accès pour les attaquants, les exchanges, tout ce qui va être les VDI, les RDS, les RD Web, bien sûr, vont être surveillés. Et après, on essaye d'avoir le plus de choses possible de surveiller, mais on voit jamais tout, quoi. Ça c'est clair, mais on voit souvent les produits les plus vulnérables et les plus critiques. Alors effectivement, il faut que le produit, des produits qui sont très peu déployés ou à quelques unités dans le secteur, on ne va pas forcément déclencher un suivi particulier. Il faut que le produit soit quand même utilisé par une dizaine d'établissements pour qu'il remonte voilà, dans la liste des composants qui sont suivis. Ok. Et à la question, est-ce que Systancia Gate est suivi? Oui, de toute façon, si on voit un Systancia exposé sur Internet et que... C'est un exemple. La question, c'est Ah oui. comment rajouter un outil à la liste des outils. En fait, on se base quand même pas mal sur l'outil qui est ONIF. Donc, on se base pas mal sur les détections qu'il fait. Mais pour les gros produits, c'est sûr qu'ils y sont. Et même pour des produits moins répandus, mais santé, il y en a quand même pas mal qui sont déjà implémentés. Des protocoles comme le DICOM ou des choses comme ça, ils sont déjà depuis un bon moment. Et l'outil vit et continue de s'améliorer. Donc, on en profite à chaque évolution. Il y a une question de Pierre sur la stratégie de suivi des CVE. Je ne sais pas si vous pouvez... Oui. Alors, sur la répondre. stratégie de suivi des CVE, il n'y a pas forcément de solution magique. L'idée, c'est effectivement bien sélectionner. Donc, Quentin disait bien sélectionner ces flux CVE. Donc, déjà, les nôtres plus ceux du CERT-FR, ça fournit déjà une bonne base. Et après, filtrer en sortant tous les outils qui ne sont pas de votre périmètre et en filtrant sur le score CVSS. Yes. Certains n'ont pas encore de scoring CVSS, c'était un peu une question. En général, quand ils n'ont pas de scoring CVSS, il n'y a pas non plus de patch qui est déployé par l'éditeur et donc ou de workaround. Par contre, en général, quand c'est vraiment dangereux, il sera obligatoirement sur nos portails. Et là, il sera à la fois sur le portail du CERT Santé et du CERT-FR. Sachant que sur le portail du CERT Santé, il y a deux types de publications de vulnérabilité. On a des vulnérabilités de flux sur lesquelles on publie régulièrement. Et on a de temps en temps sur le portail des vulnérabilités qu'on met en avant, sur lesquelles on publie des alertes spécifiques, voire sur lesquelles on déclenche des procédures de suivi où on prend carrément contact avec vous. Et là, dans ces cas-là, c'est des vulnérabilités précises qui sont mises en avant et qui ne peuvent pas être ratées. Yes. Et donc, pour avoir de l'information un petit peu tous les jours, nous, il y a la PWA auquel vous pouvez vous inscrire, vous recevrez les notifications sur votre iPhone ou votre Android. Et sinon, il y a le feed Twitter du CERT-FR, sur lequel il publie chaque jour. Mais effectivement, la CTI, malheureusement, faut avoir une certaine régularité parce que
On peut prendre des exemples où si on on n'a pas mis à jour dans les 2 jours, il y avait déjà des exploitations massives, principalement cette année sur les points d'entrée VPN, et ça nous a donné pas mal de travail et de frayeur. Je prends la parole, là, c'est juste que moi je suis resté ici depuis 2 mois et je me suis mis à suivre les CVE. Mhm. Je vais abandonner parce que tous les 2 jours, il y a, par exemple, chez SRTFR, il y a des CVE de SRTFR qui regroupent 40-50 CVE sur des noyaux Linux qui sont dédupliqués dans des Ubuntu, SUSE, Debian. Hier, c'était tous les produits Microsoft qui avaient un problème. Le Edge, c'est tous les 3 jours qu'il faut remettre à jour. Enfin, c'est juste suffocant. Donc, je me dis, ma question, c'était quelle est la stratégie? C'est-à-dire, bon, il faut mettre à jour ces produits de façon régulière, mais sur le fond, est-ce que ça sert à quelque chose de suivre des CVE chez tout le monde, ou est-ce que de toute manière, on ne va pas réussir à associer les actions d'exploitation qu'il aurait fallu à la vitesse où ça tombe, quoi. Bah, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on n'est plus spécialement dans le patch de management de faut tout patcher. On s'est rendu compte que ça marchait pas. Donc, bah, en fait, il faut vraiment suivre les quelques-uns qui sont en alerte. Des alertes, on n'en a pas des tonnes, hein. Surtout, si on regarde sur le CERT-FR, je crois que depuis le début de l'année, on doit être à la 7e. On est au 5e mois de l'année, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça, quoi. C'est en gros une par mois où il faut faire vraiment attention. Ça va être sur les assets critiques qui sont bah, les VPN, tout ce qui est exposé et qui permet d'avoir une compromission très rapide du système. Un Chrome ou un Firefox, ça reste embêtant, mais c'est moins vite exploité en général. Essayez en fait d'aller chercher les CVE ou les publications de bulletins qui pourraient échapper à vos politiques de patching. Donc voilà, des outils un peu obsolètes et mal maintenus, ou des serveurs qui sont censés être décommissionnés et qui hébergent des vieux outils et qui sont pas, qui sont mal suivis ou mal patchés. C'est ce genre de choses. C'est les CVE en fait ce qu'il faut essayer de repérer, c'est les CVE qui vont échapper à votre politique de patching régulier. Abonnement au CERT Santé sur les outils critiques avec mail quotidien. Voilà, il y a des propositions. Surveillance proactive du CERT, je n'ai pas compris. Nous sommes un ESPIC. Je vous transmets notre nom de domaine et vous nous incluez dans vos outils surveillance proactive. Je pensais que seuls les OSE étaient éligibles. Absolument, tout le monde est éligible. Tout le monde, oui. Enfin, oui, tous les bénéficiaires. On ne fait pas encore l'aviation. Alors attention, il ne faut pas confondre avec le service SILEN de l'ANSSI, hein, qui est effectivement qui est un service d'analyse de la surface d'attaque, mais qui est alors pour le coup qui s'ouvre aussi là dans le cadre. Alors là, je digresse un peu dans le cadre de CARE, qui a priori s'ouvre aussi pour tous ceux qui sont rentrés dans le programme CARE, donc y compris les ESPIC. Mais la surveillance de l'exposition, c'est tout le monde. Vous nous envoyez votre nom de domaine et voilà. Oui, dans Silène, il y a les ES prioritaires, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Et effectivement, si vous ne recevez pas de mail ou si vous avez le nom des sous-domaines, non. S'ils sont basés sur le même nom de domaine, principe d'un sous-domaine, merci Quentin, on va les trouver. En fait, on utilise du pivoting et on va les trouver. Mais vous pouvez aussi nous envoyer toutes les informations que vous voulez. Vous pouvez nous envoyer des IP, on les intégrera plus tard. Enfin, toutes les informations que vous avez sur votre SI, vous pouvez nous les envoyer et on les intègre au fur et à mesure dans nos scans. C'est ce qui est exposé sur Internet, hein. Oui. Oui, c'est ça. Ce qu'on peut voir de chez nous, c'est ça. qu'un attaquant pourrait voir. Uniquement ce qui est publiquement exposé. Pourquoi on peut demander des connecteurs MPLS? On n'en a pas encore. Voilà. Okay. Mais effectivement, n'hésitez pas à envoyer des mails sur Cyberveille, on essaiera de les traiter. En fait, de manière générale, n'hésitez pas à nous solliciter quand vous avez des questions comme ça. Au pire des cas, on vous redirige vers le service compétent si ça ne dépend pas de notre périmètre. Mais de toute façon, on sera jamais dans le rejet d'une question, quoi. On a une main levée. On n'a plus de main levée. Ah bah voilà. Et bon, je crois qu'on a
Ah, Monsieur Christophe Persillon. Vous pouvez activer votre micro normalement. Oui, bonjour. C'est moi qui posais la question là. Donc, ESPIC, oui, c'est établissement de santé privé à but non lucratif. Et en 2022, je pense que c'est vous qui nous aviez, enfin, je vous avais sollicité et vous nous aviez fait un audit justement d'exposition sur Internet. Oui. C'est différent, c'est pas le même service que ce dont on parle. Je pense qu'on parle de cybersurveillance. Il y a la cybersurveillance et là, il y a la veille proactive. Cybersurveillance. D'accord. Donc là, il y a une surveillance, on va dire, cyclique qui est mise en place par l'équipe de réponse et qui est automatisée. Et après, il y a des audits de cybersurveillance qui, là, par contre, sont des audits commandés et qui, effectivement, ont des critères d'éligibilité un peu plus serrés. C'est ça. Parce que c'est plus possible, c'est pour ça. Ils étaient bien ces audits, mais aujourd'hui, voilà, la dernière fois que j'ai sollicité, on m'a dit on est débordé. Voilà, mais là, vous pouvez ressolliciter si vous souhaitez. Le service, et a priori, on sera en capacité de vous mettre dans notre planning. Ah oui, d'accord. Donc là, pour faire ces audits, parce qu'ils étaient vraiment plus complets que les audits Silène. Les audits Silène. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, je peux vous ressolliciter pour qu'éventuellement. Oui. Enfin, Anthony, tu me confirmes. Oui. On est en mesure de prendre plusieurs commandes là dans la période actuelle, donc pas de souci, n'hésitez pas. La période actuelle, maintenant, c'est peut-être à partir de fin mai. Enfin, parce que suite au premier audit, vous aviez pointé du doigt, enfin, vous aviez pointé des choses à améliorer, et le fait de ne pas pouvoir faire un deuxième, je ne peux pas vraiment voir si effectivement les corrections, enfin, normalement les corrections étaient apportées, mais c'est serait bien d'avoir un. A priori, oui. Vous pouvez. D'accord, bon, je peux, ça c'est super, ok, merci. Et donc, si on a terminé sur cette thématique de la veille sur les menaces, on peut donc terminer avec les audits de cybersurveillance, avec une plateforme de commande d'audit. Là aussi, je vous invite, n'hésitez pas à aller revoir sur le site et le webinaire du mois de novembre qui abordait ces deux thématiques, là, la veille, l'analyse de la surface d'attaque, ce que le CERT propose, et en même temps, ces audits qui sont faits sur commande, sur la base d'une commande sur la plateforme de commande, qui sont ensuite réalisés par l'ANS, par l'équipe audit du CERT, pour lequel ensuite on vous fournit un rapport d'audit qu'on vous met à disposition et pour lequel on peut aussi, si besoin, en fonction des vulnérabilités qu'on remonte. Alors bien sûr, s'il y a des vulnérabilités critiques, on vous les remonte avant la fourniture du rapport, parce qu'il y a une nécessité de correction, parce qu'il y a une exploitation possible et facile de la vulnérabilité. Mais ensuite, on fournit un rapport et on peut vous aussi vous faire faire un point, organiser un point oral pour vous détailler, si besoin, les vulnérabilités, certaines vulnérabilités du rapport. Donc ces audits, sont a priori, on a des capacités d'audit plus importantes, en tout cas sur les établissements hors GHT, effectivement. On avait vraiment un focus sur les établissements GHT pendant 2 ans, mais là, on aura plus de disponibilité parce que dû au fait qu'il y a aussi le programme CARE qui normalement aussi on va dire, redirige, c'est en parallèle, on refait toujours des audits, même pour un établissement qui est engagé sur le programme CARE, mais du coup, on devrait avoir une capacité d'audit peut-être un peu plus importante pour les ESPIC, les établissements peut-être moins engagés ou qui souhaiteraient se faire auditer. Pour répondre à la question dans le chat, très rapidement, est-ce que c'est une prestation payante? Non, c'est un audit réalisé à titre gracieux qui s'inscrit du coup dans le programme CNS et qui est normalement exigé au moins une fois par an. Donc, n'hésitez pas à prendre commande si besoin. Et à quelle fréquence ils peuvent les faire? C'est la question suivante. Normalement, c'est dans un délai minimum de 9 mois. Ok. Alors après, on peut faire des exceptions, mais effectivement... J'allais dire, du coup, il peut y avoir certaines exceptions en fonction du cas concerné. Mais... Actuellement, il peut y avoir des exceptions, mais uniquement pour les ES qui sont engagés dans les JO. Voilà, à court terme. Où faire la demande d'audit? C'est sur le portail, je crois, de cybersurveillance. Il faut avoir un compte. Juste un mail directement à Cyberveille. Ok. Vous êtes redirigé, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Donc, juste envoyer un mail via Cyberveille, nous indiquant du coup vos coordonnées qui seront nécessaires du coup à la création d'un compte pour la plateforme cybersurveillance. Et à partir de là, du coup, on vous fournira des accès et on vous fournira aussi de la documentation, pour que vous puissiez
formuler une commande sur la plateforme directement. Il y avait une question, comment s'assurer que notre fournisseur de solutions SaaS se protège suffisamment et qu'il a pris les mesures de protection préconisées? Donc déjà, la première partie, ça se fait dans le contrat. Contractuellement, il faut avoir couché sur le papier le plus de choses possible, le PRA, le PCA, les SLA, donc le retour à l'activité. Et puis après, en général, ils ont des certifications. Par contre, auditer son prestataire de SaaS, c'est assez rarement possible. Après, il est possible toujours de leur poser des questions et en fonction des réponses données, de comprendre si il le fait correctement ou pas. Et sinon, c'est le principe de la confiance liée à un contrat, quoi. C'est ça. Est-ce que les Vous audits n'avez pas la maîtrise sur les politiques de sécurité des services tiers. D'ailleurs, on organise un webinaire dans un mois sur le sujet. Excusez-moi, j'ai encore une question sur l'audit. Est-ce que dans le cadre du programme CARE, où il faut fournir un audit qui s'appuie sur le cahier des charges de l'ANSSI, cet audit de cybersurveillance que vous fournissez, il respecte ce cahier des charges et on peut le fournir dans le cadre du programme CARE ou pas? Alors non, en fait, alors le cahier des charges, c'est l'ANS, c'est le CERT qui l'a produit, mais non, pour le programme CARE, il faut passer obligatoirement par un prestataire qui va vous faire un audit tous les 2 mois. Voilà. Merci. Répondre à la question. Ouais. Du coup, pour la question concernant les délais actuels entre commande et réalisation des audits, la plupart du temps, déjà dans un premier temps, il y a la commande qui est formalisée et qu'on essaie d'assigner en fonction de nos disponibilités. Enfin, normalement, dès la commande, vous pouvez choisir un créneau. Si ça ne vous convient pas, on essaie de trouver, on va dire, un arrangement en fonction de nous aussi, notre planning en interne. Mais sinon, de manière générale, une fois qu'un audit est planifié pour une semaine, normalement, il est réalisé d'ici la fin de la semaine. Donc, les résultats vous seront fournis d'ici la fin de cette même semaine. Après, il y a des cas exceptionnels où si l'audit est vraiment conséquent et qu'il y a des vulnérabilités qui sont beaucoup plus, on va dire, significatives, il peut prendre plus de délai, mais normalement, grand maximum, ça ne prend pas plus de 2 semaines. Et dans ce cas, justement, où on se situe dans une situation un peu plus critique, on va directement rentrer en contact avec vous pour vous signaler justement tous ces risques qui ont pu remonter. Alors peut-être un point, je pourrais rajouter, alors la plateforme actuellement est paramétrée pour avoir un nombre maximum d'audits par semaine, et on est parfois en capacité d'en faire plus et de prendre une date qui soit dans des délais plus contraints, enfin plus proches de la date de commande que celle qui vous est proposée. Alors je répète que l'audit de cybersurveillance réalisé par le CERT n'est pas éligible dans le cadre du programme CARE. C'est-à-dire que vous êtes obligé de réaliser un audit, de faire appel à un auditeur, un prestataire, pour obtenir, pour avoir votre rapport d'audit qui sera ensuite à mettre dans l'épreuve, avec bien sûr des résultats, avec un audit avec aucune vulnérabilité critique, risque ou vulnérabilité critique remontée, qui sera ensuite accepté comme preuve dans le cadre du programme CARE, mais pas un rapport d'audit réalisé par le service de cybersurveillance du CERT Santé. Tout à fait. Avez-vous une liste de prestataires recommandables? Je crois pas. Mais ils sont tous recommandables. Non, on n'a pas fait la liste. Non, il n'y a pas de liste. Certains, par contre, seront peut-être dans la CAIH, RESA, l'UGAP. Oui, c'est ça, dans les marchés publics. En général, c'est ceux vers qui vous retournez. Mais là-dessus, on n'a pas spécialement d'informations, je crois. Est-on avisé si vous pouvez faire l'audit commandé plutôt que prévu? Ben, je pense, parce qu'on ne va pas commencer à taper des IP. On ne va pas commencer à vous martyriser avant. Oui, le plus souvent, quand il y a des changements de planning ou par exemple des disponibilités qui se libèrent sur des semaines plutôt que la date qui vous est prévue, normalement, on vous contacte directement pour savoir si c'est possible pour vous de gérer cet audit plutôt que prévu et on s'arrange en fonction de notre planning. Là, c'est purement une question d'organisation d'agenda. Ouais.
Je crois qu'on arrive au bout des questions. Oui. J'ai l'impression. Écoutez, effectivement, je vais en terminer sur le dernier slide, qui est merci à tous, hein, à toutes pour vos questions. Donc le prochain rendez-vous, comme le disait Olivier, sera le 27 à noter. On fera bien sûr une campagne d'information sur le 27 juin avec un webinaire sur la gestion des prestataires dans le cadre d'un incident cyber. Et on fait notre propre pub. Si jamais vous avez LinkedIn, on a une page Cert Santé sur laquelle vous pouvez retrouver plein d'informations et il y aura même la pub de ce webinaire. Oui, n'hésitez pas Effectivement, à vous inscrire on l'a sur la pas. page de LinkedIn, effectivement, du Cert Santé. Exactement. Je vais me lancer dans la pub. C'est tout autant parce que vous nous aimez bien, et c'est important de le dire, que parce qu'on essaye aussi de diffuser l'actualité, les interventions publiques. Bon, il y a pas mal d'actualités. Enfin, on essaye de monter de l'actualité sur les CVE majeurs, etc. Donc, n'hésitez pas. C'est un bon moyen aussi de suivre nos prises de position et nos postures. On a une main levée en toute fin là. Peut-être on va peut-être tenter. Non, c'est des pouces levés. Non, on a une main levée de M. Larocque. Oui. Et c'est peut-être la question à l'écrit ou parce que je sais pas, en fonction de. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ce sera la dernière. Et à travers, je posais la question suivante, est-ce que pour un audit de cybersécurité, il faut que l'auditeur soit habilité PASI, obligatoirement? Non. Non, C'est ça. non, pour Carl, il n'y a pas besoin qu'il soit PASI. Il y a juste besoin qu'il réponde au cahier des charges. Oui. Ok. Je vous remercie. Plaisir. Oui. Eh bien, très bonne après-midi à tous et à toutes et à bientôt. À bientôt et j'espère pas en incident. Et on veut du travail, nous.